Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, si nous ouvrions ce soir dans la France à découvrir une parenthèse spatio-temporelle, nous nous rendrions alors dans une ville chérie des impressionnistes, verte, attachante, branchée sur géothermie, réputée pour son dynamisme où le cadre de vie y est apaisant. Une charmante ville de province, me direz-vous? Oui, pareil, sauf que celle-ci se trouve aux portes de Paris et elle se distingue de plus par un passé impérial. Oui, car c'est dans cette ville qu'une certaine idée de la France fut imaginée, décrite, construite, assemblée sous la plume d'un de ses plus prestigieux résidents et hommes d'État, Napoléon. Oui, donc Rueil-Malmaison, à l'ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine, a son premier empire chevillé au corps. La ville rend donc régulièrement hommage à l'empereur et cette année, elle organise, tenez-vous encore, son fameux jubilé impérial. Manifestation grandiose, touristique, populaire, une des plus importantes d'Europe dans le genre, avec une parade historique de 2000 figurants, des reconstitutions, des costumes, des chevaux, des fanfares et un sublime feu d'artifice final. Ce soir, dans la France à découvrir, nous avons donc rendez-vous avec l'empereur, les atouts, les charmes et les défis d'une commune nommée Rueil-Malmaison. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et pour évoquer cette belle ville de Rueil-Malmaison, nous avons invité Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, 79 000 habitants. Bonsoir, monsieur Ollier. Bonsoir. Autour de vous, il y a aussi Monique Bouteille, premier adjoint au maire, en charge de l'urbanisme, de l'écoquartier et de la géothermie. Oui, bonsoir. Très beau dossier, la géothermie, madame Bouteille. Merci. Et Bernard Chevalier, président du comité scientifique du Jubilé impérial. Alors là, bravo, parce que l'empereur est à l'honneur ce soir, grâce à vous. Bernard Chevalier, c'est comme un gros morceau, ce jubilé. Oui, évidemment, ça va être quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire qui ne se reproduit que quelques fois depuis. C'est le quatrième. C'est le quatrième. En 2017, il y a eu 100 000 participants. Même 110 000. Je 110 crois. 000. Nous avons compté 110 000 personnes en 48 heures. Énorme succès. Oui, oui. Patrick Ollier, première question pour vous. Vous êtes le maire de Rueil. Combien vous dites? 131 000. Ah, je n'étais pas au fait. Les comptages que nous avons faits pour ce dernier jubilé de 2017, c'est 131 000 personnes sur les 3 jours. Patrick Ollier, vous êtes au fait des chiffres, la précision des chiffres. Ben oui, un maire se doit être l'être parce qu'il fait faire des comptages. Et que ce jubilé impérial, pour nous, c'est important. Avant que Monsieur Chevalier, qui est l'ancien directeur des musées de la Malmaison, et que je remercie d'avoir accepté d'être le président Approchez-vous un petit peu votre micro. Ouais. de notre comité scientifique, rentre dans les détails, je voudrais dire 2 choses. D'abord, le fait que nous soyons ville impériale grâce à ce château de la Malmaison, Joséphine et Napoléon, on ne va pas revenir sur Bonaparte et tout ce qu'il a créé. Non. Sur le plan de l'État, dans son bureau du château de la Malmaison. Je l'ai dit au début. Parce que ça serait considérable. Et je voudrais revenir sur le fait qu'il y a l'histoire de la France, il y a l'histoire de notre ville de Rueil-Malmaison, et que le lien entre l'histoire de la France et l'histoire de la ville, c'est tout simplement l'histoire de France. Et que Napoléon en fait partie, à part entière. Donc on a voulu faire en sorte que cette histoire soit restituée aux jeunes générations et aux Français, également à travers une manifestation importante qui s'appelle le Jubilé impérial. On a commencé en 2012, le premier jubilé, 2012, et nous en sommes au 4e. On a arrêté 2017, 131 000 personnes, effectivement. On a arrêté à cause du Covid, bien entendu. Bien sûr. Et là, nous allons faire sorte de remobiliser. Et alors, une anecdote. On avait beaucoup de reconstitueurs ou reconstituants, comment on dit? Reconstituants. Je me confonds toujours. Et qui venaient d'Ukraine et qui venaient de Russie. Vous voyez le problème. Je vois bien. Parce que la plupart des reconstituants viennent des pays de l'Est. Curieusement. Hongrie, Pologne, etc. Ils sont assez fans. Oui, de Napoléon. Oui, oui. Il faut voir à Borodino, je suis allé une fois à la reconstitution de Borodino, c'était exceptionnel. Et celui qui joue le rôle de Napoléon qui était à Borodino, c'est Marc Spesser, Américain. Qui est américain et qui est à Rueil et qui vient depuis faire Napoléon à Rueil. Alors ce grand jubilé impérial, il aura lieu les 24 et 25 septembre prochains. Bernard Chevalier, vous qui êtes président du comité scientifique du jubilé impérial, quels sont les moments forts à ne pas rater quand on vient à Rueil-Malmaison le 24 au matin? Le 24 au matin, d'abord, il y a l'ouverture du jubilé impérial qui commence à 11h30. Somptueuse. Ah, absolument extraordinaire, comme d'habitude. En costume? En costume, il y aura énormément de gens costumés. Même les gens de la ville peuvent se costumer s'ils le souhaitent. Oui, que tous
les Royois participent. Absolument. C'est ouvert à tout le monde. Beaucoup de Parisiens viennent aussi. Et il y a vraiment une atmosphère tout à fait familiale. Les gens ne sont pas pour ou contre Napoléon. Bien sûr, c'est pas le sujet. Non, on vient pour découvrir. Et toutes les animations sont gratuites. Extrêmement important à dire parce que c'est pas du tout payant. Vous n'avez pas à débourser de l'argent pour aller voir tel ou tel spectacle. Il y a 3 espaces bien répartis dans la ville. Il y a l'espace Bonaparte qui est le centre-ville. Vous avez l'espace Austerlitz qui est à Bois-Préau où là est reconstitué le bivouac de l'empereur avec 800 soldats qui vont expliquer aux gens... Des figurants en costume. Absolument. Qui expliquent aux gens ce qu'on mangeait, etc. dans la grande armée. Et puis le 3e espace qui est l'espace Joséphine autour du château de Malmaison. Alors est-ce qu'il y aura cette grande pièce de bœuf qu'on mangera sur la place comme il y a quelques années ou pas? Monsieur le maire, est-ce que ça a été gardé cette histoire ou pas? J'en ai entendu parler. Hein. Ça ne sera pas une pièce de bœuf, mais ça sera du bœuf. Ah d'accord, très bien. Qui sera proposé d'une part à la maison impériale dans son enclos spécial et à la cour de Napoléon, mais également aux Rueillois par un boucher de la ville qui, gracieusement, va nous proposer quelque chose comme 400 repas gratuits pour les Rueillois. Mais on n'a pas réussi à refaire venir la broche avec le bœuf. C'est un problème stupide de logistique et de coût, parce que la seule broche disponible était au fin fond de la France, dans le sud, et le coût pour la faire venir de la broche, beaucoup trop cher. Un camion entier très lourd. Ce que je voudrais rajouter, si vous le permettez, c'est que ce jubilé impérial, qui est une manifestation importante, est fondé quand même sur l'existence de l'association des villes impériales. Absolument. Que j'ai créé en 2011 dans le château de la Malmaison. C'est maintenant mon ami Frédéric Valtou, qui vient d'être élu député, au passage le maire de Fontainebleau, et qui a pris la succession. Et cette association ville impériale représente à peu près 26 villes qui, à la suite des décisions du comité scientifique, entrent ou pas dans l'association et permettent de créer un réseau de tourisme historique sur le fondement de Napoléon et de Napoléon III aussi. Et ce réseau touristique, avec les tours opérateurs, nous permet de développer cette activité dans ces villes-là. Alors, les 4 premières villes fondatrices, il y avait Compiègne, Saint-Cloud, Rueil et Fontainebleau. Fontainebleau, voilà, c'est les 4 villes fondatrices. Et le maximum qu'on puisse atteindre, on en est où? On en est à 26. Constitué en réseau, en fait. Oui, c'est un réseau qui négocie directement avec les tours opérateurs pour faire un tour du réseau. Mais il faut qu'il y ait des restes de la présence de Napoléon dans ces différentes villes. Alors, on a Ajaccio, Biarritz, Boulogne-sur-Mer, Châteauroux, Fontainebleau, il y en a partout, La Roche-sur-Yon, Maison-Lafitte, Nice, Rambouillet, etc., etc. Et le problème, c'est que d'autres villes veulent entrer. Et le comité scientifique est très vigilant et refuse qu'elle soit reconnue parce que le fait que l'empereur soit venu passer 2 jours dans la ville ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des restes historiques visibles pour que les touristes puissent se déplacer et voir cela. Voilà. Donc c'est passionnant, c'est important, je le répète, c'est important pour l'histoire de France. Bernard Chevalier, on nous parle d'une grande parade de 2000 figurants. Elle aura eu lieu quand et où, cette parade? Alors la parade aura lieu sur la départementale 913 qui traverse la ville et qui la coupe en 2. C'est une parade tout à fait extraordinaire avec des cavaliers, des militaires de tous les pays d'ailleurs. Et il y aura quelqu'un qui expliquera quels sont les différents corps d'armée qui sont reconstitués. Et vraiment, la parade, c'est quelque chose de fabuleux. Alors pareil, en costume? En costume, absolument. Et vous avez veillé à ce que chaque bouton de guêtre soit conforme? On essaye. Oui, mais les reconstitueurs sont assez vigilants eux-mêmes pour venir très sérieusement avec le bon bouton d'uniforme. Alors moi, je préfère dire défilé que parade. Hein. D'accord. Oui. Parce que c'est rien de musical, c'est un défilé militaire. Et la dernière fois, l'hommage du colonel de la garde républicaine qui clôturait le défilé, comme cette année, ils vont le faire à nouveau avec les tambours à cheval de la garde républicaine. Magnifique. Ça va être magnifique. Le colonel m'avait dit à la sortie, vous savez, avec le défilé du 14 juillet, c'est le plus beau défilé qui existe en France. Ce défilé a duré la dernière fois 1h25, autant que le défilé du 14 juillet. Parce que c'est entre 2 et 3 000 personnes, ça dépend du nombre de reconstituants qu'on a. On a à peu près 300 chevaux, il y a une vingtaine de fanfares, et donc on organise, la directrice, qui est Mme Sabi, qui est là, organise ça de manière magistrale, avec des séquences fanfares, un régiment,
et puis les cavaliers. Alors c'est une manifestation grandiose, sublime, avec faste. Grandiose, si, quand même. C'est comme une des plus grandes d'Europe, à ma connaissance, on peut le dire. Tout ça accompagné de l'empereur et l'impératrice dans une voiture découverte. D'accord, en plus. Et que la foule salue comme si c'était l'empereur ou l'impératrice. Et tout ça, produit, construit, imaginé grâce à des mécènes. Alors, c'est le plus important. Alors, Marc Schneider, l'empereur, est plus Napoléon que Napoléon. Que lui-même. Moi, j'ai pas vu de film de Napoléon à l'époque. Je sais pas si vous en avez vu. Non. J'ai entendu parler des reconstitutions. Quand Marc s'est totalement inscrit dans la manière d'être Napoléon. Totalement. Et quand on le voit, on a l'impression qu'on vit l'histoire. C'est assez extraordinaire. C'est un mimétisme. J'espère que vous serez là, que vous le verrez, qui est impressionnant. Alors, comment financer ce jubilé qui coûte de l'argent, qui coûte cher? Bien sûr. Donc, la dernière fois, la ville avait mis 10% de financement. Et puis, compte tenu des réactions des Ruillois qui disent « mais il ne faut pas que les fonds publics financent cet événement », j'ai décidé de faire en sorte... Ils ont été écoutés. Oui, mais j'écoute les citoyens qui se prononcent. Qui se manifestent et qui se prononcent. Et j'ai exigé que le financement soit uniquement privé. Et je remercie sincèrement l'ensemble des mécènes qui seront invités au bal de l'impératrice le vendredi soir pour les remercier, car nous avons un financement totalement privé avec les mécènes qui seront là, dont les logos seront mis bien sûr dans nos manifestations pour qu'on puisse les reconnaître. Et c'est vraiment pour moi très important, ça me touche énormément, compte tenu du coût qui dépasse 1 million d'euros. Absolument. Ce festival. On a envie de dire bravo. On continue l'émission dans un instant dans la France à découvrir, consacrée à Roy et Malmaison. On rentre un petit peu dans le vif du sujet avec l'urbanisme, la ville verte et la géothermie. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans la France à découvrir, chers amis de Sud Radio, consacré à Rueil-Malmaison et à son jubilé impérial qui aura lieu les 24 et 25 septembre prochains. D'ailleurs, petit conseil qu'on vous donne, ne venez pas en voiture, monsieur Chevalier, Bernard Chevalier. Hein, non, surtout pas. Vous aurez des problèmes pour vous garer, vous serez à 3 km, finir à pied. Autant venir à pied depuis la gare de Reveil à ce moment-là. Mais on se réjouit de cette manifestation, rappelons les dates, 24 et 25 septembre prochains. Pour laquelle je souhaite remercier le château de la Malmaison et sa directrice Elisabeth Caude, sans laquelle on ne pourrait pas le faire. Et elle prend une part très importante dans cette organisation. Et je tiens solennellement à la remercier avec les services de l'État qui nous aident. Le château de Malmaison, qui, précisons-le, est toujours debout et qui est l'ancienne demeure de Joséphine. Et qui est un musée national. Et qu'on ne dit pas de Beauharnais, ça va vous énerver. C'est bien, vous avez compris la leçon. On dit Rose. Rose de Beauharnais ou Joséphine Bonaparte ou l'impératrice Joséphine, c'est beaucoup plus simple. On va faire l'impératrice Joséphine, c'est beaucoup mieux. Patrick Ollier, vous êtes le maire de Rueil-Malmaison. Tout à l'heure, je disais que c'était une ville de province aux portes de Paris. C'est une définition qui vous plaît? Oui, c'est une définition que j'ai donnée il y a une vingtaine d'années à Rueil, parce que les Ruillois se posaient des questions par rapport à la vie qu'on voulait organiser en commun avec la population. Et avec la majorité des conseils municipaux, on a fait en sorte de faire vivre la ville comme une ville de province. C'est ça. Avec 12 villages, 12 quartiers, au sein desquels il y a des animations permanentes, des fêtes de rue, et avec beaucoup de bénévolat qui organisent tout cela. Et si vous venez vivre un week-end à Rueil, vous avez l'impression d'être dans une ville de province. Où il fait bon vivre, avec un cadre de vie. Mais vous êtes à 10 minutes de Paris. Oui, c'est ça qui est bien. Monique Bouteille, on parle de ville verte pour parler de Rueil-Malmaison. Est-ce qu'on a raison et pourquoi ? Bien sûr, la ville est une des plus étendues des Hauts-de-Seine, la plus étendue des Hauts-de-Seine, mais elle a un patrimoine d'espaces verts qui recouvre plus de 30% de son territoire, avec bien évidemment des forêts, la forêt de Saint-Cucufa, un parc et plusieurs parcs qui sont... Et les étangs du Saint-Cucufa. Et les étangs, très joli, bien évidemment, où il y a beaucoup de promeneurs le week-end et où une manifestation dans le cadre de ce jubilé avait été fortement réalisée et appréciée. Alors Madame Bouteille, on parle également de 64 mètres carrés par habitant d'espace vert. Tout à fait. On oublie que notre ville... C'est beaucoup, pour donner une idée aux gens qui nous écoutent, par rapport à Paris ou d'autres villes. C'est beaucoup parce que les villes qui nous entourent, par exemple Neuilly, à 6 mètres carrés par habitant uniquement. Ah oui. La ville de Puteaux qui est à côté à 18 mètres carrés, donc vous voyez que c'est déjà un meilleur équilibre, bien évidemment, plus on s'écarte du centre de la capitale. Nanterre qui est une ville pratiquement aussi étendue que nous et dans sa population, à 12 mètres carrés. Et la moyenne de la région, si vous voulez, se situe inférieure à 60 mètres carrés. Donc nous sommes quand même très au-dessus. On est une ville verte à Rueil. Nous sommes une ville verte avec des cheminements que nous créons au fur et à mesure des projets urbanistiques, de construction
construction où à chaque fois nous mettons un maillon supplémentaire pour relier de parc à parc ou de square à square. Et vous avez des itinéraires de plus de 4 km sans voiture qui vous permettent d'un côté vers la Seine, depuis la forêt de Saint-Cucufa, ou de l'autre côté vers le Mont Valérien, d'avoir 4 km de promenade quasiment sans voiture pour le bonheur des gens et des familles qui se retrouvent dans notre ville. Alors on parlait tout à l'heure de géothermie, on l'avait évoqué, on va rentrer dans le vif du sujet. Je trouve assez formidable qu'aujourd'hui, grâce à la géothermie, on puisse bientôt chauffer pas loin de 12 000 logements sur la ville. Tout à fait. Pour un coût de 70 millions d'euros, précisons-le. Tout à fait. Et qui sera rentabilisé plus tôt que prévu. Qui est réalisé avec un partenariat public-privé, ce qui a été rendu possible par des lois récentes, mais aussi pour effectivement répondre aux ambitions énergétiques de notre planète, de notre monde de demain. Ça va nous permettre d'avoir plus de 65% d'énergie renouvelable sur notre ville. Vous l'avez dit, pour 12 000 équivalents logements. Et déjà, d'ici le mois d'octobre, nous allons raccorder plus de 5 000 foyers pour apporter une économie substantielle, puisqu'à terme, c'est vrai que nous estimions une économie générale de 15 à 20% dans les 10 années à venir, mais avec les tarifications que nous connaissons et les perturbations sur les énergies, eh bien nous voyons que très vite, nous pouvons prétendre à 40% d'économie financière. Alors ça veut dire que dans les Hauts-de-Seine, plus particulièrement dans la région parisienne, on est favorisé pour la géothermie, il y a un sol particulièrement intéressant? Alors, oui et non. L'ouest parisien n'est pas parmi les plus favorisés puisque nous avons une température du Dogger où nous allons puiser... le Dogger, précisons pour les Alors, gens le qui Dogger écoutent. est une nappe phréatique dans laquelle nous avons des nappes d'eau à une température et vous avez... Plus vous vous éloignez du sol, plus vous gagnez en température, 3 degrés tous les 100 mètres. Et là, nous allons chercher une nappe d'eau qui se trouve à 1,5 km de profondeur. Donc l'eau est à combien? L'eau était estimée à 61-62 et nous y avons trouvé 60 degrés. D'accord. Mais dans l'Est parisien, où se sont développés beaucoup plus de réseaux de géothermie, il y a effectivement des niveaux de température beaucoup plus élevés qui peuvent atteindre 70 à 80 degrés. Mais 60 degrés, c'est encore exploitable. C'est très bien. Nous aurons... Donc l'idée, c'est qu'on fait monter l'eau chaude. On fait monter l'eau chaude, on prend dans une boucle fermée puisque l'eau va être automatiquement rejetée dans le Dogger. On prend l'énergie qui va être captée sur, bien évidemment, des équipements techniques. Et derrière, nous restituons une autre boucle d'eau qui va sillonner dans nos rues pour pouvoir alimenter tous les bâtiments, qu'ils soient publics, qu'ils soient des copropriétés privées ou des bailleurs sociaux. Projet ambitieux, Patrick Ollier, la géothermie, et qui en plus, ça a quand même coûté un peu de bruit et de nuisance sonore aux habitants, mais enfin, le jeu en vaut la chandelle. Oui, le jeu en vaut la chandelle, c'est pour ça que nous l'avons fait. Et m'excuse auprès des habitants qui ont été perturbés, parce qu'une dizaine de kilomètres de rues défoncées pendant l'été, on a essayé de tenir pendant l'été, même pendant l'été, il y a la moitié de la population qui est là, c'est très très compliqué d'avoir des déviations, etc. Et bien sûr, nous sommes beaucoup fait attraper. Mais pourquoi on a fait ça? Les 12 000 équivalents logements qui représentent le niveau de rendement d'un système de géothermie va permettre à Serruillois, dès qu'on va appuyer sur le bouton, j'espère que l'inauguration sera faite par un membre du gouvernement autour du 19 novembre. Ah oui, donc c'est demain. Oui, on va appuyer sur le bouton. Si c'est pas ce membre-là, c'est moi qui appuierai, ou Madame Bouteille. Et à partir de là, on a déjà 4000 personnes, 4000 foyers, pardon, qui vont avoir à peu près 40% d'économie par rapport au prix du gaz d'aujourd'hui. D'accord. Bien au prix du gaz d'aujourd'hui. Oui. 40% d'économie. C'est considérable. Alors on n'a pas fait ça. On a fait ça pour que ça coûte moins cher, mais pas à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas savoir qu'il y avait la guerre en Ukraine qui allait être déclarée. Mais je veux dire qu'on a eu beaucoup de chance de bien tomber dans un créneau où on va être utile à la population, pour une partie de la population, pour avoir une chaleur, un moyen de chauffage, avec 40% de moins que le prix du gaz sur le marché. Et ça, c'est la première tranche d'un projet important. Ambitieux, ou il y a une deuxième tranche qui arrive? Il y a une deuxième tranche, parce qu'en tout, ça va faire combien? 30 et quelques kilomètres de rue. Ça sera 26 kilomètres, effectivement, de déployer. Et aujourd'hui, nous n'en avons déployé que 9. Pour arriver aux 12 000 équivalents logements. Et je sais par avance que à partir de ce moment-là, puisque moi j'ai tenu dès le départ à faire des réunions avec les bailleurs sociaux pour qu'ils entrent dans le jeu, qu'ils acceptent que leur collectif soit connecté. Et bien sûr, on va avoir des demandes énormes, on le sait.
On en a déjà. Des pavillons, des individuels, etc. Les particuliers vont y avoir droit. Qui voudront y aller aussi. Pas tout de suite. Non, l'investissement, non, pas tout de suite, mais même compliqué. À terme. C'est l'investissement de mètres linéaires à déployer pour une puissance insuffisante serait disproportionné. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la ville verte. Je voudrais ajouter un mot. Depuis que nous avons été élus à la municipalité de Rueil, depuis 2004, nous avons créé 104 hectares de plus d'espace vert. Dans une ville où la densité par rapport aux 1500 hectares, la densité est de 5300 habitants au kilomètre carré. Et quand on regarde d'autres villes des Hauts-de-Seine, que ce soit à Courbevoie, c'est 19 000 habitants au kilomètre carré. Le Valois, c'est la ville la plus dense, c'est 27 000. Asnières, c'est 18 000. Ici, les Moulineaux, dont on parle beaucoup, c'est 16 000. Neuilly, c'est 16 000. Nous, c'est 5 300. Donc, il y a une superficie, un rapport par rapport aux espaces verts qui est considérable. J'en suis très heureux. On fait tout pour le protéger, un tiers d'espaces verts, un tiers de collectifs. Vous surveillez la pousse des arbres aussi. Un tiers de pavillonnaires. Je ne surveille pas la pousse des arbres, sinon je prendrais des crampes. mais nous faisons en sorte que pour un arbre coupé, 2 arbres soient plantés, etc. etc. Et pour les espaces verts, c'est très important pour nous, car ce tiers d'espaces verts, ça représente 500 hectares d'espaces verts publics. Et ça fait 750 hectares d'espaces verts si on rajoute les espaces verts privés, c'est-à-dire la moitié de la ville. Donc je comprends qu'il y ait des appétits de promoteurs qui veulent construire partout. Je comprends que des Rueillois veulent pour leurs enfants vendre des terrains de leurs pavillons, etc. à des promoteurs qui veulent construire. C'est pas la mairie qui en est responsable, mais on est obligé de donner permis de construire. Et tout ceci crée beaucoup d'émotions parce qu'on voit des grues et des constructions. Mais le plus important, c'est l'État qui nous a imposé une loi, la loi Duflot, qui a supprimé des garanties que j'avais moi-même dans la loi intégré. On va revenir dessus, la division parcellaire, c'est très technique. Y compris le coefficient d'occupation des sols. Madame Duflot a tout supprimé, tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les propriétaires peuvent construire un peu partout et n'importe comment. Donc, c'est pas le maire qui est responsable, mais il faut le subir. Plus une loi qui a imposé 70 000 logements à construire dans la région parisienne. Et cette loi, sur les 70 000 logements, c'est 39 000 dans la métropole du Grand Paris que j'ai l'immense honneur de présider. Et je vous assure que c'est un vrai problème parce que si la loi n'est pas respectée, nous sommes sanctionnés. Voilà, donc on est obligé, 1, de respecter la loi, 2, de respecter la loi du marché aussi, qui est libéralisée par les mesures que Mme Duflot a après fait prendre exprès pour augmenter les constructions, sur lesquelles je ne pense pas que la loi revienne. Donc voilà, nous sommes confrontés à ce problème, mais nous faisons tout avec Monique et nos services pour verrouiller et pour éviter. Moi, j'assume totalement l'écoquartier. On va en parler, l'écoquartier L'Arsenal. J'assume totalement l'écoquartier. J'assume la réhabilitation de Rueil-sur-Seine, qui est une zone d'industrie, pas d'industrie, mais de bureaux surtout. Avant, c'était des industries, qui est devenue vieillissante et qu'il faut rénover. Donc, on fait de la démolition, reconstruction. Mais j'assume pas du tout ce que cette loi du marché impose en construction par des populations qui vendent les terrains pour faire des constructions. Et là, vous êtes là pour veiller au grain. On veille plus qu'au grain, on se bat, on interdit des constructions, on est limite, mais on se bat pour éviter cette prolifération. Mais je ne suis pas le seul maire confronté à ce problème. C'est tous les maires de la métropole qui ont ce même problème. Mais c'est vrai que dans la ville de Rueil, qui a ces espaces libres, il y a un appétit énorme des aménageurs pour nos espaces libres. Alors bien sûr, je vais faire hurler Monsieur Chevalier, on va détruire la forêt de Saint-Cucufa pour faire des constructions. Non, c'est pas prévu. C'est pas l'ordre du jour. Bien sûr que non. Non, c'était une blague. Mais on va reparler de l'écoquartier tout à l'heure. Juste un petit mot sur le château de Malmaison, Monsieur Chevalier. Qu'est-ce qu'on voit encore de l'empereur qui est dans ce château conservé? Est-ce qu'il y a des objets qu'on peut trouver? Il en reste beaucoup, mais plutôt du général et du consul. Oui. Parce qu'en fait, quand on a réorganisé les musées napoléoniens en 1986, on a décidé de couper Napoléon en 3. Malmaison conserve la tête, si j'ose dire, avec le général, le consul, jusqu'à la veille du sacre. Depuis 1986, Fontainebleau est le musée Napoléon Ier, qui va de 1804 jusqu'en 1815. Et Bois-Préau, qui va être bientôt réouvert, prend les pieds, si j'ose dire. C'est la fin, c'est-à-dire le séjour à Sainte-Hélène, le retour des cendres et la légende napoléonienne. Donc nous n'avons pas grand-chose de l'empereur lui-même. On a le sabre ? Ah, on a les sabres, on a le sabre qu'il portait lors du coup d'État du Luzy-Brumaire. Déjà pas mal. On a l'habit du premier consul. Tout ce qui est consulaire et général Bonaparte, c'est Malmaison. Est-ce qu'on a ce fameux tableau où il passe le col du Grand Saint-Bernard? Ah ben oui, tout le monde le croit.
Tout le monde le croit au Louvre. Il est chez vous. Il est à Malmaison, c'est l'original. Napoléon en avait fait d'autres copies, mais ça, c'est l'original. Très bien. Bon, on est là pour remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup. On continue l'émission. Dans un instant, nous parlerons de l'écoquartier de l'Arsenal, car nous sommes à Rueil-Malmaison toute la soirée jusqu'à 18h dans La France à découvrir. À tout de suite. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Retour dans La France à découvrir, spécial Rueil-Malmaison avec Patrick Ollier, son maire, Monique Bouteille, premier maire adjoint en charge de l'urbanisme, de l'écoquartier et de la géothermie, et Bernard Chevalier, président du comité scientifique du Jubilé impérial. Rappelons les dates. 24-25 septembre. À Rueil-Malmaison, sublime parade. On dit pas parade. Sublime défilé, parce que Patrick Ollier me fait des gros yeux. Sublime défilé dans toute la ville. Toute la ville se met au diapason de l'empereur. Et venez surtout en RER A. Ne venez pas à pied, ne venez pas en voiture. On parle de l'écoquartier avec vous, Patrick Ollier. Oui. Est-ce qu'on est dans une politique du moins de voitures à Rueil-Malmaison? Mais oui, c'est pour ça que nous avons décidé de créer cet écoquartier. Pourquoi? Parce que nous avons eu l'engagement de l'État de faire une gare du métro parisien à Rueil-Malmaison, justement sur les hauts de Rueil. Et cette gare, qui est à proximité de Suresnes d'ailleurs, sera une gare opérationnelle en 2030. Et donc nous avons décidé de créer sur une friche industrielle de 17 historique. La friche? Oui. Avant, oui. Il y avait Renault. Je vais vous dire, une friche historique, oui. Historique parce que c'est là que les usines Renault, qui étaient les premières en France, ont permis de voir naître la Dauphine, etc., etc. Mais avant, il y avait l'arsenal de Rueil. Et le char dont le général de Gaulle a commandé un régiment, ces petits chars avec la grosse roue avant plus grosse que la roue arrière, très, très amusant comme char, tout petit. Ce char a été fabriqué à Rueil, à l'arsenal de Rueil. Et puis il y a l'OTAN qui est arrivé après. Donc sur 17 hectares, vous voyez, ça faisait du monde. Et au passage, ça faisait tellement de monde qu'il y avait 3000 personnes qui venaient travailler le matin et qui repartaient le soir. 3000, tout le monde l'a oublié. Mmh. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons un écoquartier de 17 hectares que nous construisons, à proximité de la gare, pour que les gens puissent, à pied, aller prendre le métro. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et c'est vrai qu'il y a une concentration d'immeubles qui vont jusqu'à 7-8 étages. Il y en a un qui fait 12 étages. Et c'est volontaire que nous avons fait ça pour justement que les gens puissent aller à pied prendre le métro. Et il y aura, pour l'instant, il y a 2500 habitants à peu près, approximativement. Il y aura dans 5, 6 ans, 7 ans, le double. C'est terminé, ça s'arrêtera là. On a prévu les infrastructures au point de vue scolaire, au point de vue crèche. Il y a une crèche qui est créée rue de Louise Baumel, d'ailleurs. Et tout ceci est en voie, pas d'achèvement, mais de construction. Et c'est vrai que cet écoquartier est un écoquartier que nous avons voulu écologique, puisque c'est un écoquartier qui bénéficie, Madame Bouteille pour en parler savamment, parce que c'est elle qui est adjoint, de plusieurs labels nationaux et régionaux. Et l'équilibre de vie dans cet écoquartier, j'arrête là pour passer la parole à Monique, est fait entre les logements sociaux et les espaces verts. Il y a 30% d'espaces verts sur l'ensemble de ces 17 hectares. Et ces 30% d'espaces verts sont majoritairement pris en compte par ce qu'on appelle un parc traversant. Nous avons voulu traversant tout le quartier, non pas un parc au milieu du quartier en rond ou en carré, mais qui traverse tout le quartier, avec jusqu'à 50 mètres de largeur à certains endroits, qui s'appelle le parc Jacques Chirac, et avec le mail et Simone Veil, qui est perpendiculaire, qui est aussi un mail vert. Donc il y a une relation avec les espaces verts, et il y a ces espaces verts qui nous permettent d'avoir nos titres et nos labels écologiques. Monique, tu veux donner plus de détails? Oui, Monique Bouteille, l'écoquartier l'Arsenal qui a fait couler beaucoup d'encre quand même, parce qu'il y a eu quelques oppositions au fait qu'il était trop bétonné, pas assez ceci, trop cela. Rappelez-nous la définition même d'un écoquartier. Ça doit correspondre à une sobriété énergétique? Alors, ça doit dépendre à beaucoup plus de critères que celui que vous venez de citer, puisque le label de l'État, qui, je le rappelle, a une charte bien précise, inclut une vingtaine de critères. Et régulièrement... Et là, on les a. Alors là, nous les suivons pas à pas. Chaque année, nous avons une estimation et un contrôle qui est fait d'une part par une société qui est indépendante de la ville, qui s'appelle Visea, qui nous accompagne. Et régulièrement, les services de l'État viennent sur des étapes qui sont peut-être tous les 2 ans ou autres. Et ce label ne pourra être obtenu qu'après un certain nombre d'années de fonctionnement de cet écoquartier. Il est évident que nous devons viser, d'une part, la solidarité,
l'insertion. Nous avons plus de 250 000 heures d'insertion sur cet écoquartier lors des travaux qui se poursuivent, bien évidemment. De la richesse des matériaux, bien évidemment, par rapport aux énergies nouvelles, dont on a parlé avec le réseau de géothermie, mais aussi le mode de construction, la récupération de certains matériaux qui ont été réemployés sur le site, plus de 40 000 tonnes, de façon à minimiser les pertes, mais aussi les flux de transport, les différents équipements publics que nous devons y mettre, et puis tout le volet de la biodiversité, des espaces verts qui devront être moins gourmands en eau. Mais combien on attend de personnes dans cet écoquartier? Alors dans cet écoquartier, comme vient de le dire Patrick Ollier, à terme nous aurons 5 à 6 000 personnes qui vont y habiter. Nous y avons déjà plus de 40% de Rueillois qui ont souhaité acquérir dans des immeubles qui ont été livrés. C'est dire l'engouement, à côté de ceux qui sont peut-être un peu déçus, qui sont peut-être inquiets. Un quartier en mouvement peut interroger, bien évidemment. Nous aurons à terme, dans les espaces verts, plus de 747 arbres qui vont être plantés. Et monsieur le maire l'a cité, les arbres ne sont pas des petits nains qui arrivent dans l'espoir, mais ce sont des pieds de haute tige. Et puis, nous avons vraiment des espaces verts privés qui sont généreux. Et c'est vrai que les habitants peuvent s'écarter des voies urbaines qui sont les premiers axes de transport et de circulation pour découvrir la qualité de vie que nous avons apportée. Avec la canicule qui nous est tombée dessus en France, vous avez vu l'importance des arbres et de l'ombre dans les quartiers, notamment comme l'écoquartier. Donc ça, c'est important. Et un autre point qui est important, qui a été une anticipation de cette canicule, c'est que chaque appartement a un espace extérieur, que ce soit des logements sociaux ou des logements libres. Et c'est là toute la qualité de vie qui rejaillit encore à travers l'écoquartier pour la population, ce qui fait ce succès de l'écoquartier, bien évidemment, qui n'est pas terminé. Non, il sera fini quand ? Alors, il sera terminé, il y a une partie qui sera terminée vers 2025-2026, mais une partie des terrains est impactée par les futurs travaux de la gare du Grand Paris, qui, eux, nous seront restitués seulement vers 2029-2030 pour nous permettre de poursuivre ces équipements. Voilà. Mais par contre, d'ores et déjà, nous y avons installé des équipements publics, bien évidemment des renforcements de l'école Robespierre, mais aussi un équipement sportif de renom, très qualitatif, dont monsieur le maire parlera peut-être, puisque c'est 14 disciplines On réunies. va en parler en fin d'émission, Voilà. Notamment des stades Shell et Esso. Non, c'est pas du tout le même quartier. Pardon, je vais en parler 30 secondes parce que je sors justement d'un entretien avec la ministre des Sports qui s'est engagée à venir inaugurer cet équipement avant la fin de l'année. Et c'est important pour moi. C'est le gymnase, le complexe sportif Alain Mimoun. Alain Mimoun, d'accord. Voilà, nous avons décidé de regrouper 4 équipements sportifs en un seul. Pourquoi ? Parce que 4 avec 4 terrains, on n'avait pas de terrain suffisamment libre dans la ville pour les construire. Donc on a fait ces 4 équipements, dont une piscine qui fait plus de 6500 mètres carrés, un centre aquatique, et qui fonctionne merveilleusement bien, et plus la plus grande salle de tennis de table, ou presque la plus grande, mais je crois que c'est la plus grande, qui a été inaugurée il n'y a pas trop longtemps, plus un dojo, plus une salle de danse, plus un double gymnase pour le handball. Immense. Il est immense. L'ensemble du complexe fait plus de 21 000 mètres carrés. Ah oui. Et sur le toit, un terrain de foot et une piste d'athlétisme sur le toit. D'accord. Voilà, donc on a tout regroupé ça dans le même équipement. Et effectivement, en matière d'équipement public, avec l'école qui est à côté, avec la crèche qu'on est en train de construire, il n'y a aucun problème pour que les habitants nouveaux de cet écoquartier puissent avoir à leur disposition tout, et y compris les commerces qui sont en train de s'installer. Alors, quand on voit aujourd'hui les bâtiments qui sont magnifiques, quand on voit les espaces verts qui commencent, et le parc Jacques Chirac qui commence avec des arbres de haute altitude, à prendre son ampleur, c'est magnifique aussi. Et les commerces qui sont là, le quartier commence à vivre. Et à partir de là, les critiques disparaissent, parce que je comprends très bien que les gens du quartier qui ont vu 12 grues pendant 1 an et demi devant chez eux, avec des murs de béton, étaient inquiets. Je les remercie de leur patience au passage, parce qu'ils ont été très patients. Je comprends leur inquiétude. Je crois qu'aujourd'hui, les critiques de cet écoquartier sont tombées. Et surtout, notre gymnase, notre complexe Mimoun, qui est quand même le plus important de France, j'ose pas dire d'Europe, mais de France, c'est quelque chose pour la ville de Rueil qui est valorisant. C'est un architecte qui s'appelle Rudy Ricciotti, qui est connu dans le monde entier, qui a fait ce gymnase. Je vais terminer sur l'écoquartier.
par une grande vedette internationale qui habite à Rueil, qui s'appelle Lynn Renault, et qui est une amie que j'aime énormément, une amie j'ose dire, de plus de 40 ans. Et cette grande vedette, cette star, notre amie Lynn Renault, qui habite depuis 67 ans à Rueil, mérite que l'on dénomme une place à son nom. Nous avons décidé au conseil municipal que la place principale de l'écoquartier, qui fait, Monique, combien Plus de 5500 mètres carrés, elle sera peut-être même un peu plus grande. Moi je dis 7000 mètres carrés, mais on se dispute là-dessus. C'est quand même une place considérable, s'appelle la place Lynn Renault. Elle est déjà nommée, inaugurée. Oui, enfin elle n'est pas officiellement inaugurée, puisqu'elle est en construction. Mais nous sommes allés voir avec Lynn Renault sur place, avec Monique qui était là, pour que Lynn puisse choisir autour de la place l'essence des arbres qui vont être mis autour de la place. Chaque arbre, c'est elle qui les a choisis, correspond à une de ses chansons. Et il y aura un QR code au pied de l'arbre. Vous mettez votre téléphone et vous pourrez entendre la chanson. Très bien. Correspondant à l'arbre. Voilà, donc ça sera la place Lynn Renault. Et c'est très touchant pour Lynn Renault. C'est très touchant pour la ville de Rueil, parce que c'est une personne que nous adorons et qui est exceptionnelle. Et dans ses combats, notamment sur le combat sur la fin de vie qu'elle est en train de mener, elle a engagé le gouvernement et le président de la République à aller jusqu'au bout de cette logique d'engagement juridique. Et sur le sida, elle a été une des premières à lancer les opérations. Voilà, elle habite à Rueil et pour nous, c'est un grand bonheur et un grand honneur. Un dernier mot avant d'aborder le dernier quart d'heure de l'émission. Est-ce que vous allez faire attention à l'éclairage public à Rueil-Malmaison? Le réduire? On va l'éteindre, oui. Oui, l'éteindre quoi? Je plaisante. À partir de quelle heure? Non, alors justement, j'ai confié un comité technique qui va se réunir, ou qui s'est déjà réuni, sous l'autorité de l'adjoint chargé des services techniques, Pierre Gomez, constitué d'un représentant de chaque service de la ville, pour qu'il me développe un plan d'économie au niveau de l'électricité, enfin de l'énergie de manière générale, pour la ville. J'attends donc les résultats de ces travaux. Je pense que d'ici pour l'instant, on n'est à rien. Pour l'instant, on n'est à rien, mais il me tarde de pouvoir éteindre. D'accord. Parce que je pense que les mesures d'économie doivent permettre, d'éteindre plus rapidement la nuit l'éclairage public, et de ne le rallumer que plus tardivement le lendemain. Très bien. N'éteignez rien, on se retrouve dans un instant, le dernier quart d'heure de l'émission, avec Patrick Ollier, le maire de Rueil-Malmaison. Et on continue à parler notamment du jubilé impérial, mais pas seulement, aussi du centre-ville et de son incroyable dynamisme. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. La France à découvrir consacrée à Rueil-Malmaison avec Patrick Ollier, son maire, Monique Bouteille, premier maire adjoint en charge de l'urbanisme, de l'écoquartier, de la géothermie, et Bernard Chevalier, président du comité scientifique du jubilé impérial qui aura lieu, Bernard, les 24 et 25 à Rueil-Malmaison. Une toute petite anecdote sur le château de Malmaison. Il paraît qu'il a été acheté en douce par Joséphine à l'insu de Bonaparte. Vrai ou faux? Ah oui, parce que les communications étaient coupées entre l'Égypte et la France. Joséphine avait jeté son dévolu sur le château. Bonaparte aurait préféré acheter ailleurs parce que c'était trop cher. Et n'ayant pas de nouvelles de son mari, Joséphine a acheté sans le lui dire. Elle a dû emprunter d'ailleurs 15 000 francs à la dame qui vendait pour pouvoir payer la première traite en se disant on verra la suite. Elle s'est recommandée de l'empereur sûrement. La suite, c'est que Bonaparte rentrant a tout payé. Ah d'accord, quand même. Voilà. Il avait l'habitude. Hein. Mais ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Hein. Ils se supportaient bien. Enfin, pas au même moment. C'est un amour un peu étrange. Oui. C'est-à-dire que Bonaparte était amoureux fou de Joséphine, alors que Joséphine s'est mariée pour avoir un protecteur. Et plus tard, le rôle est inversé. Quand Bonaparte a eu des maîtresses, Joséphine est devenue jalouse. Mais c'est étonnant. Il l'adorait. Mais il l'adorait, jusqu'à la fin. Ils se sont adorés, mais pas au même moment. C'est ça. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, vous êtes un passionné, vous aussi, de Napoléon et des histoires d'amour de l'empereur? Oui, d'une manière générale. Et oui, encore plus depuis que je suis maire de Rueil et que nous avons les tombeaux de Joséphine et de la reine Hortense dans l'église de Rueil, le château de la Malmaison. Approchez-vous un petit peu du micro. Ceci m'a donné envie de m'intéresser encore plus à l'épopée napoléonienne. Nous sommes jumelés avec des villes pas impériales, mais des villes de pays étrangers, notamment par exemple en Croatie, je cite que cet exemple, Dubrovnik. Je vais à Dubrovnik, il y a un fort de Napoléon juste en face, sur une petite île de Dubrovnik pour défendre la ville, mais surtout, il y a en haut de la falaise qui domine Dubrovnik, un autre fort créé par Napoléon qui a sauvé Dubrovnik en 1995. Parce que les Serbo-monténégrins qui voulaient arriver par la côte, c'est très étroit.
les défenses de Dubrovnik étaient très fortes, il y avait de l'artillerie, ont essayé d'escalader, mais c'est du maquis pour arriver à ce fort. Et donc les chars ne pouvaient pas passer, et c'était uniquement des fantassins et qui étaient rafalés par les mitrailleuses qui étaient installées sur le fort. Et c'est des citadins, c'est pas des soldats de Dubrovnik qui ont occupé le fort jusqu'au dernier moment. Et ils ont empêché l'artillerie de pouvoir monter, s'installer pour détruire la ville. Et la ville n'a pas été détruite grâce à qui ? Grâce à Napoléon qui a construit ce fort. Ensuite, je sors de Dubrovnik, il y a une route qui fait combien ? 20 km de ligne droite, 25 km. Je dis au maire, mais c'est bizarre, c'est tout droit. Il me dit, oui, c'est la route Napoléon. Et Napoléon a fait faire c'était Marmont qui a fait ça à l'époque. Oui, parce qu'en fait, les provinces illyriennes qui correspondent à l'ancienne Yougoslavie, le long de la côte, n'étaient pas divisées en départements français comme d'autres territoires, mais étaient sous la coupe française. Et il y a toujours un gouverneur français dans les provinces illyriennes. D'accord. Il a construit une grande voie pour les armées de Napoléon. Etc., etc. Partout, on trouve des souvenirs de Napoléon. Dans ces... Patrick Ollier, pour le jubilé impérial qui sera organisé à Rueil des 24 et 25 septembre prochains, est-ce que vous faites appel à la réserve ? Et qu'est-ce que c'est que cette réserve ? C'est pas la réserve parlementaire. Bien sûr. En 2020, j'ai voulu créer la réserve citoyenne à Rueil à cause du Covid. Car nous avons affronté une crise terrible. Il n'y avait pas de masques, il n'y avait rien. Donc j'ai demandé à des couturières de créer des masques. Et puis on a créé une dynamique avec les associations. Et on a eu 150 couturières et couturiers qui ont fabriqué des masques. Et on ne savait pas comment les distribuer. Donc on a mobilisé les membres du conseil municipal qui ont bien voulu venir avec nous. Et puis nous avons, moi je l'ai fait personnellement avec quelques personnes, avec la réserve citoyenne qui s'est constituée à ce moment-là, distribuer les masques, dans 73 000 masques dans les boîtes aux lettres de la ville. Et qui est forte de combien de personnes ? Et donc, à l'issue de cette épopée, parce que c'était une épopée pour nous, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller plus loin ? Donc, cette réserve citoyenne a été officiellement créée, et c'est le directeur de la ville, Laurent Davrincourt, qui s'en occupe très bien d'ailleurs, et il y a 1600 personnes qui sont inscrites depuis, et on tire pas, on demande successivement à différentes équipes de la réserve citoyenne. Par exemple, au forum des associations, il y a 8 jours, 17 000 personnes sont venues. Heureusement que la réserve était là, avec un gilet bleu, écrit réserve citoyenne, pour nous aider pour les colonnes de visiteurs, à organiser les déplacements, etc., etc. Donc, dans tout événement de Rueil, on appelle la réserve citoyenne. Ce sont des bénévoles qui viennent aider leur ville et c'est formidable. Et là, pour le jubilé impérial, je ne sais pas combien ils seront. Ils seront plusieurs centaines. Mais là, on a besoin d'eux. Ah ben oui. Alors, je lance un appel s'il le faut, mais je n'ai pas besoin parce qu'ils sont mobilisés. Plusieurs centaines de membres de la réserve citoyenne qui seront là. Est-ce qu'à Rueil-Malmaison, parlons un petit peu du centre-ville, comment il est le centre-ville ? Il se porte bien ou est-ce que, comme dans d'autres villes moyennes de France, il dépérit un peu ? Alors, on n'a pas parlé de la métropole du Grand Paris, dont j'ai l'immense honneur d'être le président. Mais cette métropole du Grand Paris, 7 millions d'habitants, 131 villes, a lancé un programme qui s'appelle Centre-ville vivant. Et ce programme de Centre-ville vivant concerne 51 villes candidates, auxquelles nous donnons une dotation financière qui commence par 500 000 €, mais en plus qui se développe, pour reconstituer la vigueur de leur centre-ville. À partir d'une loi que j'ai fait voter à l'époque, il y a 25 ans, sur la préemption des baux commerciaux, que nous finançons, la métropole du Grand Paris, grâce à un fonds d'investissement, à la place des villes, parce que ça coûte cher d'acquérir en préemption un bail commercial, pour éviter dans les centres-villes, je suis désolé, je vais vexer des gens, que les agences immobilières ou les agences d'assurance ou que les banques s'installent en lieu et place des commerces de proximité. Je veux que ce soit les commerces qui s'installent. Donc on finance avec plus de coiffeurs et moins d'agents immobiliers. Pas forcément plus de coiffeurs, plus de commerces de proximité, d'épiciers, de bouchers, de poissonniers. Très bien. Et pourquoi pas des coiffeurs, mais surtout des commerces de proximité, de telle sorte qu'on apporte une dynamique nouvelle. Et cette dynamique nouvelle doit être soutenue par un aménagement nouveau. Faire du beau qui n'existe pas, mettre des barrières, faire des fleurs, mettre des pavés et redonner au centre-ville une qualité artistique ou architecturale qu'il n'avait pas. Créer des parkings lorsqu'il en faut, etc. Donc la métropole aide, mais la ville de Rueil a anticipé de cette volonté métropolitaine. Nous l'avons fait. Nous, sur Rueil, nous avons refait complètement le centre-ville. Il est charmant maintenant et on oblige les cafetiers, enfin les oblige façon de parler, mais on les incite à sortir leur terrasse
pour qu'il y ait une vie un peu comme dans le Midi, cette ville de province. Mais on dit que c'est une ville où il fait bon vivre, Rueil-Malmaison. Je pense qu'il fait bon vivre en grande partie grâce à notre centre-ville, mais qui irradie l'ensemble de la ville, et l'exemple du centre-ville se renouvelle dans d'autres quartiers périphériques, et c'est formidable. Il y a un élan des Rueillois qui veulent profiter de cet élan du centre-ville. Et vous, monsieur le maire, à titre personnel, est-ce qu'il y a un endroit que vous aimez bien arpenter le dimanche, ou avec des amis, ou un endroit que vous conseilleriez à des gens qui ne connaissent pas Rueil? Alors, ne me parlez pas du bois de Saint-Cucufa. Je vais faire de la peine à Monique, c'est pas l'écoquartier, mais c'est sur les bords de Seine. Les bords de Seine. Je trouve que, on vient de créer 2 parcs nouveaux, en tout, ça fait 15 hectares de plus d'espace vert pour la ville. Un qu'on a acquis et l'autre qu'on a créé. Sur les bords de Seine, il y a plus de 4 km de bord de Seine entre Nanterre et Bougival, où il y a une promenade exceptionnelle à pied qui permet de voir des cygnes, de voir des canards, de voir, etc. dans la Seine, et en même temps des espaces verts qui vous entourent. Et franchement, il y a le parc des impressionnistes aussi, que Jacques Baumel avait créé, près de Nanterre. On ne se lasse jamais de se promener. On y va avec Michel, mon épouse, tous les dimanches se promener, et on rencontre énormément de monde, plusieurs milliers. Alors, ceux qui ne me saluent pas, je sais que ce ne sont pas des Rueillois, parce qu'ils viennent d'ailleurs, ils ne me connaissent pas forcément, mais c'est vrai que c'est plaisant de voir les Rueillois, on se salue, on se parle, et c'est tout à fait humainement intéressant. Mais il y a énormément de monde, et c'est plaisant à l'œil de se promener. Il y a des restaurants sur le bord de la Seine, la place des impressionnistes, où il y a une dizaine de restaurants, un arc de cercle. Bref, on n'a pas l'impression d'être à 10 minutes de Paris. Et rapidement, Monique Bouteille aussi, parce que l'émission se termine dans 2 petites minutes. Votre coin à vous, de Rueil-Malmaison, vous aimez bien vous promener, ou qui fait un peu votre fierté quand vos amis viennent, vous leur dites, tiens, je vais vous emmener là. C'est l'écoquartier. Alors, c'était les abords de la forêt de Saint-Cucufa, puisque j'y habitais, parce que c'est une zone verte et pavillonnaire. Et je viens de déménager vers le centre-ville, et je trouve que le centre-ville est une image vraiment exceptionnelle pour les Parisiens, qui souvent découvrent ce qu'il y a comme qualité de vie au-delà des périphériques. Et j'ai beaucoup de plaisir à leur faire visiter le centre-ville. Parc du Cardinal. Le parc du Cardinal. Et demain, nous attendons l'ouverture du parc Cardinal, qui est un parc historique, puisque le cardinal Richelieu a aussi également habité sur la ville de Rueil. Nous n'avons plus de bâtiments témoins de son époque, mais nous avons gardé et nous avons récupéré un parc qui était exclusivement fermé, puisque c'était la propriété de Sandoz, puis de Novartis. Et ce parc va être ouvert d'ici la fin de l'année pour que les Rueillois le découvrent. Un parc de plus à Rueil. Et un parc de plus. 2,5 hectares en plein centre-ville. On a récupéré gratuitement des aménageurs, et c'est quelque chose, c'est un cadeau qui est fait aux Rueillois avec le lac que Richelieu avait constitué, et au milieu du lac il y aura un jet d'eau, et c'est vraiment magnifique, et l'inauguration se fera dans les 2 mois qui viennent. Patrick Ollier, il nous reste 30 secondes pour nous dire, pour conclure l'émission, quel est le grand dossier que vous voulez mener à bien dans les années qui viennent, qui vous tient à cœur, que vous ne voulez pas louper. Incontestablement, le dossier de l'écoquartier, qui est en cours de construction. Très bien. Parce que c'est la cerise sur le gâteau pour la ville de Rueil. Et la ligne 15 du Grand Paris, qui est indispensable. Ça ne dépend pas de nous, la ligne 15, c'est l'État. Mais il faudra qu'on se batte. Et c'est la fameuse gare de Rueil pour laquelle on se bat. Oui, mais vous avez le bras long. Ça m'arrive. Merci d'avoir participé à cette émission. Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, Monique Bouteille, premier maire adjoint en charge de l'urbanisme, et Bernard Chevalier, président du comité scientifique du Jubilé impérial. Je rappelle les dates, Bernard ? 24-25 septembre, le week-end. Le Jubilé impérial à ne pas rater à Rueil-Malmaison. Merci, avec un feu d'artifice sublime à la fin. Oui, absolument, oui. Et merci. Tout ça gratuit. Et tout ça gratuit. Merci à tous. Et en RER A. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Merci bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel.